Je m'appelle Émilie. J'ai 29 ans, et le Noël dernier aurait dû être la première fois que mon fils de 6 mois était accueilli dans le genre de fête de famille dont je me disais toujours qu'elle existait encore. Au lieu de cela, j'ai regardé mon frère transformer notre dîner de Noël en une représentation, et au moment où mon bébé a commencé à pleurer, tout ce que j'avais passé des années à excuser au sujet de ma famille a éclaté au grand jour. Nous l'avions conduit jusqu'à la maison de mes parents à Colorado Springs parce que mon mari venait tout juste de rentrer après des mois d'absence, et je voulais de bonnes fêtes paisibles, un souvenir normal, une soirée où personne n'aurait à rivaliser pour attirer l'attention. Où mon fils pourrait être tenu dans les bras, embrassé, choyé et aimé. Mais à la seconde où nous sommes entrés, j'ai su que j'avais fait une erreur. Il y avait des lumières installées dans la salle à manger, des téléphones sur des trépieds, un anneau lumineux près de la cheminée, et cette énergie agitée que mon frère avait toujours quand il pensait qu'il était sur le point de capturer quelque chose dont les internautes raffoleraient. Mon fils était déjà trop fatigué au moment où le dîner a commencé. Il se frottait les yeux, se tortillait dans son petit siège, émettant ces doux sons d'avertissement que font les bébés juste avant de s'effondrer complètement. J'ai tendu la main vers lui une fois. On m'a dit d'attendre. J'ai réessayé quand il a commencé à pleurer plus fort. Puis mon frère a attrapé un verre sur la table, a jeté de l'eau froide directement au visage de mon bébé et a ri comme s'il venait de résoudre un problème. Il m'a vraiment regardé et a dit que je réagissais de manière excessive. Tout le monde s'est figé. Personne n'a bougé. Personne ne lui a dit d'arrêter. Mais mon mari s'est levé si lentement que toute la pièce est devenue silencieuse avant même qu'il ne parle. Et quand il l'a fait, ma sœur a pâli si vite que cela m'a effrayé plus que les cris. Avant de vous dire ce qu'il a dit ensuite, et pourquoi ce Noël a mis fin à bien plus qu'à un simple dîner, dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est pour vous en ce moment. Je veux voir jusqu'où cette histoire va aller. Mon mari, Marc, n'a pas élevé la voix en se levant. C'est ce qui a le plus déstabilisé tout le monde. S'il avait crié, ma famille aurait pu appeler cela de la colère. S'il avait juré, ils auraient pu appeler cela du drame. Mais il est resté calme. Assez calme pour marcher droit vers notre fils, le soulever de cette petite chaise haute, le presser contre sa poitrine et vérifier son visage pendant que Liam poussait des sanglots étouffés contre son épaule. J'étais déjà sur mes pieds, attrapant des serviettes, les mains tremblantes à tel point que je pouvais à peine les tenir, et Ryan souriait toujours comme s'il avait réussi une blague intelligente. Il a vraiment dit « Détends-toi, Émilie ». C'était de l'eau, pas de l'acide. Puis il a ri de sa propre réplique comme si le reste d'entre nous était censé rattraper à quel point il se trouvait drôle. Marc s'est retourné et l'a regardé avec le genre d'immobilité que je n'avais vu qu'une seule fois auparavant, lorsqu'il prenait une décision sur laquelle il ne reviendrait pas. Il a dit « Tu dois partir tout de suite ». Ryan a cligné des yeux comme s'il pensait avoir mal entendu. Ma mère, Suzanne, a fait un léger bruit de panique et est intervenue avec cette même voix qu'elle utilisait toujours quand elle voulait arranger les choses sans vraiment confronter personne. Elle a dit que Ryan était seulement allé trop loin parce qu'il essayait de garder une ambiance légère. Mon père, Tom, a regardé fixement son assiette, puis a marmonné que personne n'avait besoin de gâcher Noël pour un moment stupide. Un moment stupide. Mon bébé était trempé et tremblant, sa petite chemise mouillée, ses cils collés par l'eau, et mon père appelait ça un moment stupide. C'est là que j'ai compris que le silence autour de la table n'était pas un choc. C'était une habitude. Brooke, ma jeune sœur, était devenue complètement pâle. Elle n'arrêtait pas de regarder Ryan, puis moi, puis à nouveau Ryan, comme si elle regardait quelque chose qu'elle redoutait depuis longtemps se produire enfin devant des témoins. Ryan a essayé de se rattraper rapidement. Il a dit que le stream tournait encore, a dit que le public adorait les moments de famille chaotiques, a dit que les gens sur Internet savaient mieux prendre une blague que moi. Marc n'a réagi à rien de tout cela. Il m'a juste tendu le sac à langer et a dit « Émilie, prends la couverture de Liam. Nous partons. » J'aimerais pouvoir dire que j'ai fait un discours en sortant. J'aimerais pouvoir dire que j'ai regardé ma famille dans les yeux et que je leur ai enfin dit exactement ce que je pensais de tous, mais la vérité est que j'étais trop abasourdi, trop en colère, trop honteuse d'avoir amené mon fils dans cette maison. Alors que nous atteignions la porte d'entrée, Ryan nous a interpellés et a dit que je prouvais ce qu'il disait, que j'avais toujours été trop coincé, trop sensible, trop prompt à agir comme une victime. Puis ma mère m'a demandé de ne pas en faire toute une histoire, et quelque chose s'est brisé en moi. Je me suis retourné et je lui ai demandé à quel point cela devait être plus petit avant qu'elle ne s'en soucie. Elle n'a pas eu de réponse.
personne n'en a eu. Dehors, l'air froid m'a frappé au visage, et pour la première fois de la soirée, j'ai pu respirer. Liam avait arrêté de pleurer à ce moment-là, mais seulement de cette manière épuisée qu'ont les bébés lorsqu'ils ont pleuré si longtemps qu'il ne leur reste plus rien. Mark l'a attaché dans le siège auto d'une main assurée, puis a pris le volant et nous a ramenés vers Fort Carson en silence. J'ai regardé les lumières de Colorado Springs défiler par la fenêtre, et j'ai réalisé que j'avais passé toute ma vie à être la fille dont on attendait qu'elle encaisse les choses, qu'elle excuse les choses, qu'elle en rit, qu'elle laisse Ryan être Ryan, qu'elle laisse passer le moment. Qu'elle permette à la famille de rester à l'aise. Ryan était le talentueux. Ryan était le charismatique. Ryan était celui que ma mère décrivait comme un artiste né et que mon père décrivait comme impossible à contrôler, comme s'il s'agissait d'un charmant phénomène météorologique plutôt que d'un choix. Au moment où nous nous sommes garés dans notre allée, je savais que le dîner de Noël était terminé. Ce que je ne savais pas encore, c'est que 2 jours plus tard mon téléphone commencerait à sonner, et que les personnes qui auraient dû s'excuser essaieraient de me convaincre que je n'avais pas du tout vu ce que j'avais vu. Le premier appel est venu de ma mère le lendemain matin de notre retour à la maison. Sa voix était prudente au début, presque douce, et renifle c'est comme ça que j'ai su qu'elle avait déjà décidé que j'étais celle qui devait s'adoucir. Elle a demandé comment allait Liam avec le même ton que les gens utilisent avant de changer de sujet pour passer à la chose qui les intéresse vraiment. Ce qui l'intéressait vraiment, c'était de savoir si j'étais prête à me calmer. Elle m'a dit que Ryan avait à peine dormi parce qu'il se sentait mal de la façon dont tout avait dégénéré, pas de ce qu'il a fait, de la façon dont tout avait dégénéré. Elle a dit ces mots exacts 2 fois, comme si elle avait besoin que j'entende que la véritable tragédie ici était le désagrément des conséquences. Je lui ai dit que mon fils avait été effrayé, trempé, et avait hurlé si fort que tout son corps tremblait. Elle a dit que les bébés pleurent. J'ai répondu que les bébés ne méritent pas qu'on leur jette de l'eau froide au visage parce qu'un homme adulte perd le contrôle d'un live stream. Elle s'est tue alors et a dit que j'utilisais un langage très dramatique. Un langage dramatique. Je me souviens encore d'avoir serré le plan de travail de la cuisine si fort que mes doigts me faisaient mal parce que cette phrase résumait mon enfance en 2 mots. Chaque fois que Ryan allait trop loin, chaque fois que je me plaignais, chaque fois que je disais « ce n'est pas drôle » ou « ce n'est pas normal », mes émotions devenaient en quelque sorte le problème, pas son comportement, ma réaction. Ma mère a poursuivi en disant que le fait de devenir maman pour la première fois m'avait rendu plus réactive que d'habitude, et que le fait que Mark soit militaire rendait probablement tout encore plus intense sur le moment. Ça y était. La première tentative de détourner l'attention. Pas, Ryan a jeté de l'eau sur un bébé. Pas, pourquoi personne ne l'a-t-il arrêté? C'était, peut-être que tu es sous l'effet des hormones, et peut-être que ton mari est rigide. J'ai raccroché avant de dire quelque chose que je ne pourrais pas retirer. 1 heure plus tard, mon père a appelé. Il était plus doux, mais d'une certaine manière pire, parce qu'il se cachait toujours derrière la raison. Il a demandé si nous pouvions tous simplement agir en adultes. Il a dit que Ryan était embarrassé. Il a dit que des gens dans les commentaires avaient remarqué que le stream s'était coupé soudainement, et que Ryan était soumis à beaucoup de pression à cause de ses obligations envers ses sponsors. Obligations envers ses sponsors? J'ai demandé à mon père s'il s'était fait mal. Mon fils avait été traité comme un accessoire, et la préoccupation de mon père était qu'un homme dans la trentaine puisse rater une échéance de marque. Mon père a soupiré et a dit, « Émilie, les frères chahutent. C'était de l'eau. Tu agis comme s'il l'avait frappé. » Je me souviens m'être figé complètement quand il a dit ça, car mon esprit a repensé si vite au son que Liam a fait après que l'eau l'ait touché. Le silence surpris, l'inspiration stupéfaite, les pleurs qui ont suivi. Peut-être que Ryan ne l'avait pas frappé avec sa main, mais il avait absolument utilisé la peur et l'humiliation sur un bébé pour faire du contenu. Je lui ai dit que s'il croyait vraiment que c'était normal, alors il ne devrait jamais non plus être seul avec mon enfant. Il s'en est offusqué, ce qui m'en a dit plus que n'importe quelles excuses auraient pu le faire. Ryan a attendu la fin de l'après-midi pour appeler. Il a toujours aimé choisir son moment. Il aimait surprendre les gens quand ils étaient fatigués, quand ils voulaient tellement la paix qu'ils prenaient la manipulation pour de la sincérité. Sa voix était chaleureuse et détendue, comme si nous étions un frère et une sœur en train de surmonter un malentendu. Il a dit que je l'avais fait passer pour quelqu'un d'abusif devant sa propre famille. Il a dit qu'il essayait de maintenir le rythme du stream parce que les pleurs de Liam avaient complètement détourné l'énergie de la pièce. Il a dit que l'éclaboussure se voulait ludique, comme une réinitialisation rapide. Une réinitialisation.
Mon fils avait 6 mois, il n'était pas un microphone défectueux. Ryan a même dit que si je n'avais pas explosé comme je l'ai fait, personne n'aurait pensé que c'était si grave. C'est là que cette froide clarté a finalement commencé à m'envahir. Il n'était pas désolé. Il était agacé. Agacé que sa blague ait échoué. Agacé que Marc ait pris le dessus sur la pièce. Agacé que je ne me sois pas jointe à la tradition familiale consistant à prétendre que sa cruauté était du charme. J'ai mis fin à l'appel et je me suis assise sur le sol de la chambre de bébé pendant que Liam faisait la sieste. Repassant chaque seconde du dîner de Noël dans ma tête. Les lumières. Le trépied de la caméra. Le sourire en coin de Ryan. L'eau coulant sur le visage de mon fils. La façon dont personne n'a bougé. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant lors d'un conflit familial. J'ai ouvert un carnet et j'ai tout noté. Chaque mot dont je pouvais me souvenir. Chaque expression. Chaque appel. Chaque excuse. Le soir même, j'avais 3 pages complètes de notes et un nouveau sentiment que je n'ai pas reconnu au début. Ce n'était plus de la confusion. C'était la reconnaissance d'un schéma. Et une fois que j'ai vu le schéma, je ne pouvais plus l'ignorer. Ma famille n'essayait pas de faire la paix. Ils essayaient de reprendre le contrôle de l'histoire avant que je ne comprenne à quel point ma vie avait été façonnée par la protection de Ryan contre la vérité. 2 jours après Noël, Brooke m'a envoyé un texto de seulement 3 mots. Regarde la page de Ryan. J'ai d'abord ouvert son TikTok, puis YouTube, et j'ai senti quelque chose de chaud et de lait monter dans ma gorge. Il avait publié une version raccourcie du stream avec un titre qui disait « Le défi de famille de Noël dérape ». L'extrait commençait avec des rires, de la musique, un éclairage chaleureux, tous les faux éléments douillets qu'il savait si bien arranger. Puis cela coupait sur Liam en train de pleurer. Sauf que Ryan avait modifié l'audio pour que cela paraisse plus court et moins angoissant. On voyait à peine l'eau. Juste un mouvement rapide, une éclaboussure, puis moi me levant hors champ, tandis que le texte incrusté de Ryan disait « Certaines personnes ne savent pas prendre une blague ». Les commentaires étaient remplis d'inconnus le défendant. Les mamans surprotectrices gâchent tout. Certaines personnes sont trop fragiles pour de vrais moments d'amusement en famille. Le mari militaire a l'air autoritaire. J'ai fixé mon téléphone si longtemps que mon écran s'est assombri. Ryan avait fait ce qu'il faisait toujours. Il avait pris la chose la plus laide qu'il ait faite, avait supprimé le contexte, et s'était transformé en ce gars drôle et blessé qui a été puni pour avoir été spontané. Marc est rentré de la base ce soir-là et m'a trouvé à la table avec mon ordinateur portable ouvert, des captures d'écran réparties sur l'écran, Liam endormi contre mon épaule. Il ne m'a pas demandé de me calmer. Il ne m'a pas dit de rester à l'écart des réseaux sociaux. Il a lu chaque légende, chaque commentaire coupé, chaque réponse où Ryan laissait entendre que j'étais instable depuis que j'avais eu le bébé. Puis il m'a regardé et a dit « Sauvegarde tout ». Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai sauvegardé la vidéo, les légendes, les commentaires, les horodatages, et même les tags des sponsors. J'ai également repassé en revue le contenu plus ancien de Ryan. Et plus je regardais, pire c'était. Il y avait des années de moments familiaux soigneusement emballés qui ne m'avaient jamais semblé réels, mais que je n'avais jamais su expliquer. Il avait bâti toute une audience sur l'idée que notre famille était chaotique d'une manière attachante. Bruyante, mais loyale. Sarcastique, mais soudée. En vérité, la plupart d'entre nous le voyaient à peine, à moins qu'il n'y ait une fête, un anniversaire ou une opportunité de filmer. Ils nous identifiaient dans des stories sur des traditions familiales que nous ne partagions pas vraiment. Ils repostaient d'anciennes photos pour donner l'impression que nous passions tous plus de temps ensemble que nous ne l'avions jamais fait. Il a utilisé mon mariage une fois pour une série de contenus sur les relations sans même demander. Il a filmé la réception des funérailles de notre grand-mère et en a fait un réel sur le fait de chérir chaque instant avec les personnes qu'on aime. Je m'étais dit à l'époque qu'il traitait simplement la vie différemment. En regardant cela maintenant, je voyais autre chose. Il ne vivait pas la famille. Il la récoltait. Chaque souvenir était une matière première. Chaque moment privé avait une valeur marchande. Chaque personne dans la pièce était soit utile au récit, soit lui faisait obstacle. Brooke m'a appelé ce soir-là au lieu d'envoyer un texto. Et je pouvais entendre à sa respiration qu'elle retenait quelque chose depuis longtemps. Elle m'a dit qu'elle avait aidé Ryan à monter quelques vidéos des années auparavant lorsqu'elle essayait de se lancer comme photographe indépendante.
Et elle a dit que la seule chose qu'elle n'avait jamais dite à personne était la fréquence à laquelle il coupait la vérité. Si un enfant pleurait avant que la blague ne tombe, il le retirait. Si un adulte se mettait en colère pour une raison valable, il omettait ce qui l'avait déclenché. Si quelque chose avait l'air pire au visionnage que ça ne l'était dans sa tête, il le recadrait avec de la musique et des légendes jusqu'à ce qu'il ait l'air joueur et que tous les autres aient l'air instables. J'ai demandé à Brooke pourquoi elle n'avait jamais rien dit. Elle est restée silencieuse pendant plusieurs secondes avant de répondre. Puis elle m'a dit que c'était parce que personne dans cette maison n'avait jamais voulu toute la vérité si toute la vérité donnait une mauvaise image de Ryan. Elle a dit que notre mère était dépendante de l'idée qu'un de ses enfants avait réussi sa vie sur Internet. Elle a dit que notre père avait passé tellement de temps à éviter les conflits qu'il traitait le silence comme de la sagesse. Puis Brooke a dit la seule chose qui a glacé tout mon corps. Elle a dit, Emily, tante Linda a peur que cela n'arrive avec un bébé depuis des années. Cette phrase a tout changé. Jusque-là, j'essayais encore de décider si le dîner de Noël était la pire chose que Ryan ait jamais faite ou juste la première fois que je le voyais pleinement. Mais quand Brooke a dit cela, j'ai su qu'il y avait un passé que personne ne m'avait jamais confié. Ou peut-être un passé que je n'avais pas été prête à affronter. J'ai appelé Linda le lendemain matin et avant même qu'elle ne dise bonjour, j'ai entendu quelque chose dans sa voix qui ressemblait à du soulagement. Comme si elle avait attendu que je pose enfin la bonne question. Tante Linda n'y est pas allée par 4 chemins. Elle n'a pas dit qu'elle pouvait se tromper. Elle n'a pas commencé par des excuses. Elle a dit, j'ai regardé ton frère faire peur à des enfants pour faire rire depuis qu'il a 14 ans. Et chaque adulte de cette famille se disait que c'était inoffensif, car admettre le contraire aurait exigé qu'il fasse quelque chose. Puis elle a commencé à me donner des exemples. Des vrais. Des précis. Un barbecue du 4 juillet où Ryan a renversé une glacière d'eau glacée sur l'enfant de 5 ans d'un cousin parce que le garçon ne voulait pas répéter une réplique pour un sketch canular. Une fête d'anniversaire où il a enfermé 2 enfants plus jeunes dans une buanderie pendant 5 minutes pour pouvoir filmer leur réaction quand ils sortiraient en pleurant. Un Thanksgiving où il n'arrêtait pas de pousser de la crème fouettée vers le visage d'un tout petit parce qu'il voulait une photo drôle et salissante, et s'est mis en colère quand l'enfant a crié au lieu de rire. À chaque fois, quelqu'un lui a trouvé une excuse. Il est immature. Il est créatif. Il ne pense pas à mal. Les garçons sont plus brusques. Les enfants sont résilients. Les phrases changeaient. Le schéma, jamais. Linda m'a dit qu'elle avait essayé à 2 reprises d'affronter ma mère il y a des années. Les 2 fois, ma mère a pleuré et a dit que Ryan avait juste une personnalité inhabituelle. Et que les gens étaient toujours trop durs avec lui. Mon père avait pris son chemin habituel et avait dit que personne ne devrait détruire une famille pour un seul incident. Sauf que ce n'était jamais un seul incident. C'était une traînée d'incidents que personne ne voulait aligner dans la même pièce. Brooke m'a rappelé plus tard dans la journée et a complété sa part. Elle a dit qu'elle avait vu une fois des images brutes que Ryan n'avait jamais publiées, où un petit cousin sanglotait après l'une de ses farces et où Ryan était furieux, non pas parce que l'enfant était blessé. Mais parce que Brooke avait arrêté de filmer trop tôt et avait manqué l'angle le plus drôle. Elle a dit qu'il avait regardé l'enfant comme si les enfants étaient des accessoires avec un mauvais sens du timing. C'est l'expression qu'elle a utilisée. Des accessoires avec un mauvais sens du timing. J'ai tout écrit. J'ai demandé à Linda si elle accepterait de m'envoyer une déclaration. Même juste par email. Et elle a dit oui immédiatement. Non pas parce qu'elle aimait les conflits, mais parce qu'elle avait atteint l'âge où la culpabilité pesait plus lourd que la loyauté familiale. Elle m'a aussi dit autre chose que je n'avais pas compris auparavant. La chaîne de Ryan était en difficulté. Il avait encore des abonnés, mais son engagement baissait. Le contenu des défis familiaux ne fonctionnait plus comme avant. Il essayait de pivoter vers du contenu plus intime, plus émotionnel, plus personnel. En d'autres termes, il avait plus que jamais besoin de nous. Il avait besoin du dîner de Noël. Il avait besoin du mari militaire parfait rentré à la maison pour les fêtes. Il avait besoin du bébé. Il avait besoin de la maison chaleureuse de banlieue et des assiettes assorties. Et de l'illusion d'une famille unie rassemblée autour d'un premier souvenir de Noël. Liam n'a jamais été mon fils dans l'esprit de Ryan ce soir-là. Il était un problème de production. Une fois que j'ai vu cela, tous les petits détails étranges du dîner se sont mis en place. Pourquoi Ryan s'était tendu quand Liam avait commencé à pleurer? Pourquoi il n'arrêtait pas de dire qu'il fallait laisser le moment respirer pour la caméra?
Pourquoi ma mère avait insisté pour que j'attende avant de prendre Liam? Pourquoi les lumières étaient orientées avec tant de soin et pourquoi Brooke avait eu l'air malade quand Mark s'était levé? Elle le savait. Elle savait que Ryan avait déjà franchi les limites avec des enfants auparavant et elle savait que la famille l'avait toujours couvert. Ce qu'elle ignorait, c'était si quelqu'un l'arrêterait enfin en temps réel. Mark l'a fait. C'est pourquoi Brooke a pâli. Non pas parce qu'elle était choquée que Ryan l'ait fait. Renifle parce qu'elle venait de voir quelqu'un refuser de jouer l'ancien rôle de la famille. Au cours des jours suivants, j'ai contacté 2 cousines qui avaient elles-mêmes des enfants. Je n'ai pas accusé. Je n'ai pas dramatisé. J'ai juste demandé si Ryan les avait déjà mis mal à l'aise avec leurs enfants. Les réponses sont arrivées plus vite que je ne l'espérais. Une cousine a dit qu'elle n'avait jamais laissé Ryan faire du babysitting. Bien qu'elle n'ait jamais avoué pourquoi à voix haute. Une autre a dit que sa fille avait pleuré pendant des heures après un mariage familial parce que Ryan lui avait éclaboussé du soda au visage lors d'une blague pendant la réception. Et quand elle s'en était plainte, notre mère avait dit qu'elle encourageait l'hypersensibilité dans la génération suivante. À ce moment-là, je ne collectais plus d'histoires. Je découvrais un système. Ryan faisait ce qu'il voulait. Les enfants étaient effrayés. Les adultes minimisaient les faits. On disait aux victimes d'arrêter d'être dramatiques. Puis la vie reprenait son cours jusqu'à ce que la prochaine fête lui offre une nouvelle scène. La partie la plus douloureuse a été de réaliser combien de fois je l'avais presque vu, et m'étais dissuadé de faire confiance à mon propre instinct. Je me suis souvenu d'avoir eu 16 ans et d'avoir regardé Ryan narguer un petit voisin avec un faux serpent jusqu'à ce que le garçon se fasse pipi dessus. Et d'une certaine manière, à la fin de la soirée, c'était moi qui m'excusais d'avoir rendu les choses bizarres en disant que c'était cruel. Je me suis souvenu de Ryan en train de filmer chez notre grand-mère et m'aboyant dessus quand je suis entré dans le champ. Je me suis souvenu de ma mère disant, « Ton frère a juste une personnalité plus imposante que toi. » Je pensais que cela signifiait que j'étais plus petite. Maintenant renifle, je comprenais ce que cela signifiait vraiment. Cela signifiait que j'étais censé faire de la place pour ces dégâts. Au moment où j'ai fini d'organiser les déclarations et les captures d'écran, je n'étais pas juste une femme en colère à propos du dîner de Noël. J'étais une mère regardant fixement 20 ans d'histoire d'adultes sacrifiant l'honnêteté pour qu'un homme reste à son aise. Et pour la première fois de ma vie, je n'allais pas porter ce mensonge pour eux. La lettre de l'avocat de Ryan est arrivée par courrier recommandé un triste jeudi après-midi. Et avant même de l'ouvrir, je savais exactement de quoi il s'agissait. De la pression dans un langage formel. De la honte sur du papier coûteux. La lettre m'accusait de faire de fausses déclarations qui nuisaient à l'entreprise de Ryan, endommageaient les relations avec les sponsors et interféraient avec des opportunités futures. Elle exigeait que j'arrête de partager des allégations diffamatoires et que je préserve la vie privée de la famille. La vie privée de la famille. Il s'intéressait soudainement beaucoup à la vie privée maintenant que la vérité coûtait cher. Je me suis assise à la table de la cuisine et je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai tendu à Mark, qui l'a lu une fois et a dit, « Il a peur ». Ce fut le premier moment depuis le dîner de Noël où j'ai souri. Parce qu'il avait raison. Les hommes comme Ryan n'avaient recours aux menaces légales que lorsque le charme cessait de fonctionner. Lorsque la culpabilité cessait de fonctionner. Lorsque la pression familiale cessait de fonctionner. J'ai appelé une avocate que Linda m'avait recommandée. Une femme nommée Janet Morrison, spécialisée dans le droit de la famille et les affaires de harcèlement civil. Elle a écouté sans m'interrompre pendant que je lui racontais le dîner de Noël, les appels, la vidéo montée, les déclarations des proches et l'historique que Linda m'avait donné. Quand j'ai eu fini, Janet a dit, « La vérité n'est pas de la diffamation, et la vérité documentée est encore meilleure. » Puis elle a posé la question que personne dans ma famille n'avait posée. Elle a dit, « Quel résultat souhaitez-vous ? » Pas de vengeance. Pas de réhabilitation. Un résultat. Je lui ai dit que je voulais que Ryan soit tenu à l'écart de mon fils et que je voulais que les parents de notre famille élargie en sachent assez pour prendre des décisions éclairées concernant leurs propres enfants. Janet a dit que c'était sensé, mesuré et facile à défendre. Nous avons donc préparé une réponse. Nous n'avons pas menacé de faire des drames. Nous n'avons pas joué à la guerre en ligne. Nous avons envoyé une réponse formelle déclarant que toutes les affirmations que j'avais faites étaient factuelles, communiquées en privé, et soutenues par des témoignages et des preuves vidéo. Nous avons également mis Ryan en demeure pour avoir utilisé l'image de la famille et des événements familiaux dans des contenus monétisés sans consentement.
Et que s'il intensifiait les choses publiquement, nous étions prêts à y faire face aussi. Le silence aurait été plus facile pour lui. Un procès aurait été catastrophique. À la suggestion de Janet, j'ai préparé un dossier pour les membres de la famille qui avaient de jeunes enfants. Que des faits. Une chronologie de l'incident de Noël. Une image fixe tirée du stream. Un court résumé de la republication montée par Ryan. Des déclarations écrites de Linda et de deux cousines. Je n'ai dit à personne ce qu'il fallait faire. Je n'ai dit à personne de couper les ponts avec lui. Je leur ai simplement donné ce que notre famille s'était refusé les uns aux autres pendant des années. Des informations. De vraies informations. La réaction a été immédiate. Une tante a appelé en pleurant parce qu'elle disait s'être toujours senti mal à l'aise de laisser Ryan seul avec son plus jeune fils et qu'elle pensait être injuste. Une cousine m'a remercié d'avoir dit tout haut ce qu'elle avait avalé pendant une décennie. Un autre parent m'a accusé d'essayer de détruire la famille et a dit qu'aucune bonne mère ne traînerait un conflit privé dans la boue. Je lui ai demandé si les bonnes mères étaient censées se taire quand quelqu'un traitait un bébé comme un accessoire. Elle n'a pas eu de réponse. Puis les sponsors ont commencé à bouger. Je ne les ai jamais contactés directement. Mais la panique de Ryan rendait évident que quelque chose avait changé. Une marque a discrètement retiré son poste de collaboration pour les fêtes. Une autre a suspendu les commentaires sur une vidéo de concours. Brooke m'a dit plus tard que Ryan appelait frénétiquement les gens, prétendant qu'un membre amer de la famille essayait de le saboter avec des histoires exagérées. Mais cette fois-ci, sa stratégie habituelle avait un problème. Trop de gens en savaient déjà trop. Trop de témoins avaient enfin comparé leurs notes. Et surtout, Ryan avait fait l'erreur fatale de donner à la vérité une trace numérique. Sa republication montée ne l'a pas aidé. Elle lui a nui. Parce qu'une fois que les gens ont commencé à demander ce qui avait été coupé, la réponse est devenue impossible à contenir. Ma mère m'a appelé un soir dans un état d'hystérie et m'a dit que j'humiliais Ryan alors que tout ce dont il avait besoin, c'était de clémence. Je lui ai dit que la clémence sans responsabilité n'était qu'un autre mot que notre famille utilisait pour permission. Mon père a essayé une tactique différente et m'a prévenu que je risquais la carrière de Marc en créant un conflit autour d'une famille de militaires. Marc m'a pris le téléphone et a dit « Ma carrière survivra au fait que je protège mon fils ». Il a rendu le téléphone avant que mon père ne puisse répondre. Ce moment est resté gravé en moi. Non pas parce que c'était dramatique, mais parce que c'était tellement net. Pas de confusion. Aucune excuse pour l'évidence. Protéger son enfant n'est pas un scandale. Ce que ma famille faisait depuis des années, c'était un scandale. La chaîne de Ryan ne s'est pas effondrée du jour au lendemain, mais je sentais qu'elle basculait. Les commentaires sous les nouvelles vidéos devenaient plus méchants. Il a désactivé les réponses sur une plateforme. Il a publié de vagues légendes sur la trahison, la jalousie et la façon dont le succès révélait le vrai visage des gens. Ça aurait marché sur moi autrefois. Peut-être même 2 ans plus tôt. Mais plus maintenant. Parce qu'à ce moment-là, j'avais compris le mensonge central de ma famille. Il traitait toujours Ryan comme l'être fragile. Alors qu'en réalité, le reste d'entre nous avait été entraîné à se rendre fragile autour de lui. Ce n'était jamais lui qui pliait. C'était nous. Et maintenant que j'avais arrêté de plier, toute la structure autour de lui commençait à se fissurer. Ryan est venu chez moi juste après la tombée de la nuit un dimanche. Le genre de soirée d'hiver où chaque son porte plus loin qu'il ne devrait. Je l'ai vu par la fenêtre de devant avant qu'il ne frappe. Il faisait les 100 pas sur le porche dans un manteau qu'il avait clairement jeté par-dessus ses vêtements d'intérieur. Son visage était déjà empourpré de rage. Marc m'a regardé une fois, puis s'est dirigé vers la porte avec son téléphone à la main. Il l'a ouverte, mais n'a pas invité Ryan à entrer. Ryan ne s'est pas encombré de salutations. Il s'est lancé directement dans des accusations. Il a dit que j'étais malade. Il a dit que j'avais empoisonné la famille contre lui. Il a dit que je lui coûtais des contrats, des réunions, de l'argent, de l'élan. Pas une seule fois il n'a demandé comment allait Liam. Pas une seule fois il n'a dit qu'il regrettait ce qui s'était passé. Il a parlé de chiffres, de portée, de sécurité de la marque, d'engagement. Puis il a prononcé la phrase qui a mis fin à la moindre once d'ambiguïté. Il a dit « As-tu une idée de combien ce live de Noël aurait pu me rapporter si ton gamin ne l'avait pas gâché ?» Tout mon corps s'est glacé, mais Marc est resté impassible.
Il a demandé à Ryan de répéter ce qu'il venait de dire. Ryan était trop en colère pour remarquer le piège. Il a continué à parler. Il a dit que l'éclaboussure n'était rien. Il a dit que Liam devait arrêter de crier. Il a dit que chaque famille fait des sacrifices les uns pour les autres, et que tout ce que j'avais à faire, c'était de ne pas transformer un petit moment en campagne. Un petit moment. Un homme adulte debout sur mon porche, furieux renifle non pas parce qu'il a effrayé un bébé, mais parce que le bébé a endommagé une source de revenus. Mark lui a dit de partir immédiatement et l'a prévenu que s'il revenait à l'improviste, nous considérerions cela comme du harcèlement. Ryan m'a traité de sans-cœur. Puis il a regardé au-delà de Mark, droit vers moi, et a dit que j'avais toujours été jalouse parce que je savais que personne ne se souciait de ma petite vie tranquille jusqu'à ce que j'épouse un homme en uniforme et que j'ai un bébé. C'était ça. La chose sous-jacente à tout le reste. Pas seulement le sentiment d'avoir tous les droits, mais le mépris. Il ne m'avait jamais considéré comme de la famille de la même manière qu'il se considérait lui-même. J'étais un second rôle, un arrière-plan, un contraste utile qui le faisait briller davantage. Mais maintenant j'étais sorti de ce rôle et il me détestait pour ça. Il est parti en criant encore, ses pneus patinant alors qu'il reculait de l'allée. Mark a fermé la porte, a arrêté l'enregistrement et a posé son téléphone sur le comptoir de la cuisine sans dire un mot. Nous savions tous les deux ce que nous avions maintenant. Pas seulement une preuve de colère, mais une preuve de mobile. En l'espace de 2 semaines, les conséquences que Ryan avait passé des années à esquiver ont commencé à arriver tout en même temps. Le plus grand sponsor lié à son contenu familial a mis fin à leur relation. Une autre entreprise a mis en pause une campagne d'essai qui était en cours de négociation. Sa série de défis pour les fêtes a cessé d'être tendance et son nombre d'abonnés a commencé à chuter lourdement. Des gens qui le défendaient autrefois ont commencé à se demander pourquoi chaque explication qu'il donnait le faisait paraître pire, et non meilleur. Brooke a coupé les ponts après qu'il a essayé de la blâmer pour la fuite d'anciennes séquences. 2 cousines avec de jeunes enfants ont dit à la famille en termes clairs que Ryan ne serait pas autorisé à approcher de leurs enfants. Ma mère a tenté une dernière série de chantages émotionnels et a dit que je déchirais la famille. Pour la première fois de ma vie, j'ai répondu sans trembler. Je lui ai dit que la famille n'était pas déchirée par la personne qui disait la vérité. Elle était déchirée par la vérité elle-même. 6 mois plus tard, Liam a fait ses premiers vrais pas à travers notre jardin dans la lumière de la fin d'après-midi, tandis que Mark et moi étions assis sur le patio et le regardions tituber vers nous avec cette folle détermination de bébé qui vous fait rire et pleurer en même temps. Il n'y avait pas de caméra, pas de réaction forcée, personne pour lui dire de recommencer pour un meilleur angle. Juste de l'herbe, la lumière du soleil, et 2 parents applaudissant comme si l'instant se suffisait exactement tel qu'il était. La chaîne de Ryan existait toujours, mais la version de celle-ci qu'il avait construite sur l'image d'un chaos familial chaleureux avait disparu. Il a posté des clips de voyage pendant un moment, puis des absurdités motivantes, puis une vidéo d'excuses lourdement montée qui donnait toujours l'impression qu'il était la victime d'un malentendu. Cela n'a pas ramené ce qu'il a perdu. Certaines personnes de ma famille marchaient encore sur des œufs à ce sujet, mais elles ont arrêté de le défendre devant moi. Mon père est devenu plus silencieux que jamais. Ma mère a commencé une thérapie avec un pasteur et un conseiller, ce qui arrivait probablement avec des années de retard, mais mieux vaut tard que jamais. Brooke et moi sommes devenus plus proches que nous ne l'avions été depuis des années, non pas parce que tout était magiquement guéri, mais parce qu'au moins maintenant, nous nous tenions dans la même réalité. Quant à moi, j'ai appris quelque chose qui a changé ma façon de comprendre l'amour. L'amour, ce n'est pas demander à la personne vulnérable d'être plus flexible pour que la personne nuisible puisse rester à l'aise. L'amour, c'est la protection. L'amour, c'est la vérité. L'amour, c'est d'être prêt à rendre la pièce gênante, la fête tendue, les proches en colère, si c'est ce qu'il faut pour assurer la sécurité d'un enfant. La leçon la plus précieuse cachée dans ce désastre de Noël ne concernait pas seulement Ryan. Elle concernait le danger d'appeler un comportement nuisible une blague simplement parce qu'il vient de quelqu'un avec qui vous partagez le même sang. Les familles peuvent normaliser presque n'importe quoi si suffisamment de personnes profitent du fait de prétendre que c'est inoffensif. C'est pourquoi les limites comptent. C'est pourquoi les parents doivent faire confiance à ce moment où, au fond d'eux, quelque chose leur semble anormal, même si toute la pièce leur dit de sourire et de se rasseoir. Les enfants n'ont pas besoin d'adultes qui protègent l'image de la famille. Ils ont besoin d'adultes qui les protègent eux. Et si raconter cette histoire a une quelconque valeur, j'espère que c'est celle-ci.
Ne laissez jamais personne vous convaincre que préserver la paix compte plus que de garder un enfant en sécurité. Ne laissez jamais le charme effacer la cruauté. Ne laissez jamais le passé devenir une excuse. Les gens qui aiment vraiment votre enfant ne vous demanderont jamais d'ignorer ce que votre instinct sait déjà. Ils se tiendront à vos côtés, pas contre vous. Ils vous aideront à construire une vraie famille, et non la représentation d'une famille. Et si vous avez un jour à choisir entre l'harmonie familiale et la sécurité de votre enfant, j'espère que vous choisirez la sécurité à chaque fois, car ce choix peut sembler solitaire sur le moment, mais il peut protéger plus de vies que vous ne le réalisez.